Bienvenue sur le podcast Investir Simple, anciennement Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle d'investissement de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas Creton, investisseur touche à tout depuis bientôt 10 ans et conseiller en investissement financier indépendant, agréé par l'AMF. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on va décrypter tout type d'investissement sans langue de bois pour renforcer ton éducation financière et te pousser à passer à l'action. Dans la description, tu trouveras tous les liens pour démarrer gratuitement ou pour découvrir mes programmes d'accompagnement. Si tu veux encore plus de contenu inédit, n'oublie pas de me retrouver dans mes mails privés du lundi matin ou sur Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis super content parce que c'est un nouveau concept que je tente sur le podcast. J'espère vraiment que ça va te plaire. J'avais fait un petit sondage il y a quelques temps dans un pré-roll du podcast où je proposais de faire des analyses de patrimoine d'un abonné en direct. J'ai reçu beaucoup de demandes et du coup j'en ai sélectionné une. Donc voilà, c'est Vincent qui a voulu se prêter au jeu, je le remercie. Et l'idée c'était d'analyser un patrimoine un petit peu qui je pense parle à pas mal d'entre vous pour vous donner des idées, pour vous inspirer. Donc, je précise avant tout, petit disclaimer, il n'y a aucun conseil en investissement dans cet épisode, c'est vraiment un exercice pour partager son patrimoine, pour vous voyez un petit peu comment analyser un petit peu son patrimoine chacun, quels axes d'optimisation on a pu voir, mettre en place et qu'est-ce que j'ai pu lui suggérer un petit peu en live. Donc ça a été enregistré en live, ça n'a pas du tout été préparé pour vraiment garder le côté direct et naturel. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si bien sûr ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, venir me voir, même venir m'écrire pour me partager votre patrimoine si bien sûr vous voulez que je l'analyse. Et si je vois qu'il y a de l'engouement là-dessus, on refera peut-être un épisode là-dessus. Et puis si je vois qu'il n'y a pas plus d'engouement que ça, pas de souci, je continuerai les épisodes de manière plutôt classique. Voilà, je vous laisse avec cet épisode avec Vincent pour cette analyse de patrimoine. Bonjour Vincent, comment tu vas ? Écoute, ça va plutôt bien. Et Est-ce toi ? que tu es content ? Oui, moi je vais très bien. Est-ce que tu es content de faire partie de ce nouveau concept du podcast où tu vas nous partager ton patrimoine pour qu'on puisse l'analyser en direct ? Bah ouais, très content, j'ai hâte. J'ai attendu toute la semaine depuis ton appel. C'est un peu Noël avant l'heure. J'imagine que tu es auditeur du podcast aussi ? Ouais, tout à fait. Ouais, donc tu as fait partie. Je me suis permis de sélectionner. Alors j'ai reçu pas mal de soumissions de patrimoine suite au petit sondage que j'avais fait et voilà, j'ai choisi le tien pour plusieurs raisons qu'on va discuter parce que je trouve qu'il était intéressant et je pense qu'il y a de quoi travailler ensemble, de quoi analyser et même l'idée c'est de pouvoir inspirer aussi les auditeurs pour éventuellement qu'ils se retrouvent dans ta situation ou voilà, que les auditeurs puissent piocher les infos qui les intéressent, qui leur paraissent pertinents et sur lesquels ils s'identifieraient à toi. Ce que je te propose, Vincent, avant de parler de ton patrimoine et de tout autre potentiel conseil ou stratégie, tu peux nous dire qui tu es, que tu nous décrives un peu quelle est ta situation, peut-être ta situation de famille, qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme travail, quel âge tu Tout à as, tout fait. ça. Du coup, Vincent, parisien à Lyon depuis une quinzaine d'années, 40 ans, 40 ans depuis 2 jours. Et Bon anniversaire. Hein. merci. Et papa de 2 enfants de 11 et 9 ans, un petit garçon et une petite fille, Alban et Lucille, qui font mon bonheur tous les jours évidemment, mais que j'ai en garde partagé avec la maman. Euh, voilà, donc papa célibataire depuis une bonne, quasiment 10 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis responsable d'une communauté de designers d'expérience utilisateur. Que je travaille sur Ok. des applicatifs dans l'environnement industriel, des applicatifs métiers. Ok. Ok, donc sur la situation perso, j'ai pas d'autres questions. Donc papa de 2 enfants, donc travail en CDI, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire à peu près tes revenus mensuels, à combien ils s'élèvent ? Je suis environ à 3 400, 3 500 euros net par mois. Package lycée compris, 13e, 14e mois. Ok, d'accord. Donc j'imagine une TMI à 30% aujourd'hui ? Papa célibataire, donc non. Ok. Ça me Ah oui, avec les fait 2 enfants, ça te réduit les parts et du coup, ça te permet exactement. d'être. Ouais. Donc t'es en TMI 11, j'imagine ? Je suis à 8 ou 9 de mémoire. Alors, ça c'est le taux Ouais, personnalisé. c'est le taux, Mais la tranche, ouais. Ouais. la tranche, tu sais pas si c'est 11 ou 30 ? J'ai une partie, enfin, ouais, je dois avoir une petite partie en 30.
Mais je sais pas quel ratio, j'ai jamais regardé, tiens. Bah, c'est important de le savoir. Oui, tout à Parce fait. moi, je donne jamais les mêmes conseils. C'est un élément ultra déterminant. Alors, bien sûr, en fonction des stratégies que tu mets en place et tout, mais Mm. ça fait partie des éléments super importants à savoir en fonction des investissements qu'on choisit. Tu peux regarder, c'est bête, hein, mais tu peux le regarder en page 4 de ton avis d'impôt. Maintenant, c'est écrit. Tu as marqué TMI 0, TMI 11, TMI 30. Enfin, en gros, la dernière chose qu'ils t'écrivent, c'est quelle est ta tranche sur les nouveaux revenus que tu touches, quoi. Donc, Ok. tu peux checker ça. Au vu de ton salaire avec les parts, tu dois être à la limite, je pense. Faudra vérifier, mais tu peux être à 30, tu peux être au début de la tranche à 30, donc faut quand même checker parce que c'est important. Si tu fais par exemple de la SCPI ou même de l'immobilier classique, hein, et si tu fais pas de travaux, tout ça, bah ta tranche marginale d'imposition, on va se baser sur ça pour t'imposer, donc c'est important de le savoir. Ok, est-ce que tu peux nous dire, maintenant qu'on a un peu ta situation un peu perso, alors peut-être aussi, bon, un truc un peu bête, mais quels sont peut-être tes hobbies, tes passions, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie? Alors ouais, ça, je suis très touche à tout, donc je fais de la musique, je peins, je fais énormément de bricolage chez moi. Je pense qu'on va en parler quand on va parler de biens D'immobilier? immobiliers. Ouais. Donc j'adore bricoler, j'adore voyager aussi beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé parce que j'ai des considérations, on va peut-être en parler sur les valeurs écologiques qui me sont de plus en plus au cœur de mes décisions. Du coup, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion. D'accord. Mais sinon, j'adore ça. Théoriquement, pas l'avion en soi, mais les voyages, ouais, je fais beaucoup de photos. Ouais, ça fait pas mal de passions, hein. Bricolage, la photo, le voyage. Je m'ennuie jamais. Ça qui est bon. Ok. Quels sont, aujourd'hui, si tu devais me citer un peu tes objectifs, avec ton patrimoine, avec tes finances, avec tes invests, quels seraient-ils? Tu peux les découper sur plusieurs horizons de temps ou pas, en fonction de si tu as plusieurs horizons de temps. Alors oui, j'ai une horizon moyen terme et long terme, on va dire. Sur le moyen terme, ça va être faire travailler mon épargne pour générer du rendement, parce que j'ai assez pour vivre et que je me dis que c'est dommage de pas aller vers un peu plus d'autonomie financière et de pas que tout ne repose pas sur mon salariat pour pouvoir me faire plaisir, tout simplement. Donc c'est-à-dire t'aimerais un complément de revenu, c'est ça? Un complément de Voilà, revenu, oui, c'est ça. ouais, diversifier ta source de revenus et donc un complément de revenu, c'est ça. Mais tout de suite. Bah, t'aimerais l'avoir tout de suite ou dans 2, 3, 4, 5 ans? Ben, je pense que j'ai moyen de développer ça à moyen terme en tout cas. Donc j'aimerais aller vers ça. Ouais, 5 ans, ça me paraît de bonnes, de bonnes échéances. Et en fait, j'ai le rêve de prendre ma retraite un peu plus tôt que ce qu'on nous annonce. Et du coup, le but long terme, ça va être d'aller vers globalement cette retraite anticipée. Hein. Je me vois bien prendre une retraite un peu vers mes 55 ans, quoi, et ne pas justement, euh, pas forcément compter sur le package de retraite, du coup, qui sera quasiment inexistant, pour pouvoir bien vivre mes dernières années, mes années où je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Alors, je ne serai pas forcément à la retraite, je me vois pas retraité Ouais. avec un potager, mais être un peu Bon, en tout plus cas, libre, on va pas dire. à 65 ans, mais plutôt à 55 en tout cas, Voilà, c'est c'est ça? ça, ouais, Ah, ok. plutôt. Sachant que t'en as 40 aujourd'hui, il t'en reste 15, donc c'est atteignable. Enfin, après, on va le voir avec ton patrimoine, mais ça m'a l'air atteignable. Ouais, donc pas forcément, tu comptes pas forcément sur la retraite de l'État ou éventuellement t'as envie d'en avoir un complément ou même tu comptes pas forcément dessus. Ok. Tout à fait. Ok, donc si je récapitule, tes objectifs à moyen terme, c'est avoir un complément de revenu. J'ai diversifié tes sources de revenus, complément de revenus, et sur long terme, donc d'ici 15 ans, prendre ta retraite anticipée, donc voilà, vie pour vivre de ton patrimoine. Ok. En termes de risque, alors on va pas forcément faire, je vais pas forcément te faire remplir un profil d'investisseur et tout, mais de ce que tu penses euh, être comme profil de risque ou ce que tu renseignes, c'est sur les assurances vie, les PEA, si tu les as en tête. Est-ce que tu sais de quel profil de risque en général, où c'est que tu te situes? Est-ce que tu es plutôt prudent, plutôt équilibré, plutôt dynamique, plutôt offensif? Est-ce que déjà ça Je te parle ces dirais, termes oui, tout à fait. Je dirais dynamique. En fait, j'ai des supports, enfin, le gros de mes supports, il est équilibré. Et j'en ai quelques-uns qui sont agressifs. Donc, je vais dire sur macro dynamique. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire maintenant, bon, qu'on rentre un peu dans le détail. Alors déjà, quel est aujourd'hui le montant de ton patrimoine net?
avant que je te demande un peu quelle est ton allocation et ta stratégie, à combien tu estimes ton patrimoine net, donc hors crédit? Hors crédit, c'est-à-dire, ouais, crédit mis à part, donc il est de 470 000 € à peu près. Et de quoi maintenant est-il composé? Alors, il y a une grosse partie, c'est mon logement principal. Ta résidence principale, ok. T'as une idée du pourcentage à peu près de ce que ça représente dans les 470 000? Oui, bah ça représente 320 000, disons. Ok. Donc ça, c'est ce que tu as déjà remboursé, les 320 000. Ou Tout ça, à c'est le fait. valeur brute. Ok. Donc je veux C'est dire, ce la que valeur j'ai déjà brute, elle vaut remboursé, ouais. plus. Oui, oui, tout à fait. J'ai un appartement qui vaut 650. Tiens, ouais. Ok. Ah, t'es sur Paris, c'est ça? Non, non, je suis sur Lyon. Ah, sur Lyon. Ah Enfin, oui. ouais. Ok. Mais bah, du coup, tu me diras, à Lyon, les prix sont pas beaucoup. Enfin, ils sont moins chers, Oui, mais c'est quand même ils assez sont, élevé, ouais. c'est assez élevé, ouais. Ok, donc t'as à peu près 300 000 dans la RP et le reste, du coup, il reste à peu près 170 000. C'est composé de quoi? C'est composé alors, le plus gros, ça va être de l'assurance vie. Il y a 3 assurances vie euh, qui ont, ouais, du coup, justement, plutôt équilibré sur 80 000 euros. Je te donne les chiffres en tête comme ça, peut-être que Ouais, vas-y, l'addition vas-y. sera pas la bonne, mais voilà. Ouais, Ensuite, on n'est pas 1000 € près. j'ai 2 autres assurances vie qui sont de 10 000 et 10 000, qui sont plutôt agressives dans l'esprit, quoi. J'ai aussi à côté de ça ben, tout ce qui est le plan d'épargne groupe avec ma Ok. boîte. Là, je dois Donc le avoir 20. PE, c'est ça? PE, Oui, PEG, voilà, c'est c'est ça? ça, PEG. Voilà. Je dois avoir environ 25 000 dessus. Voilà. J'ai un PEA, il doit y avoir 10 000. J'ai aussi enfin, j'ai quasiment rien en bourse hors PEA. Je dois avoir 1 000 € d'actions d'air liquide. Pas plus que ça, que je traîne depuis très longtemps d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Après, j'ai mes livrets A et T'as ton livrets épargne de précaution B. sur les livres bancaires, Voilà, c'est c'est ça, ça? les livrets qui sont remplis. Ok. Donc du coup, 3 assurances vie, un PEA et un PEG. C'est ça? C'est ça. Ok. Alors, plein de questions qui me sont Et venues. un Ouais, tout petit perco de 2 000 €. d'accord. Ah, donc t'as quand même un truc pour la retraite de l'État. Ouais. Ok. Alors, je vais commencer par le question sur le PEG. Donc les 25 000 € que t'as, est-ce qu'aujourd'hui t'as de l'abondement avec Oui. ce plan d'épargne? En fait, mes apports là-dessus, ils sont limités aux abondements. Ça performe pas mal, donc j'aime bien je choisis hein, mes supports et c'est plutôt performant. Mais je limite mes versements je- aux abondements, en fait. Voilà. Je fais en sorte d'avoir l'effet de levier d'abondement et c'est tout. Je mets pas plus. Voilà. Écoute, c'est une super stratégie. Moi, c'est ce que je recommande très souvent à mes clients sur la partie PE ou PEG. Je leur dis tout, enfin, dans la majorité des cas, hein, s'il y a abondement, il faut justement optimiser cet effet de levier, c'est-à-dire si le max c'est 1000 et qu'ils mettent la moitié, enfin qu'ils remettent 1000, bah, il faut mettre 1000 par an, tu vois, enfin, dans l'exemple. Vraiment, toujours calculer ce qui permet d'optimiser en fait l'abondement, de faire jouer ce levier d'abondement. Par contre, c'est vrai qu'un des inconvénients, moi, je trouve, du PEG, c'est que les supports qui sont choisis, c'est que des fonds d'investissement. T'as pas d'ETF, enfin voilà, c'est des supports généralement chargés en frais et qui performent un peu moins bien que leur indice. Donc, c'est pas les supports idéaux, mais on va pas cracher dessus dans la mesure où c'est un peu de l'argent gratuit. Donc, voilà, il faut quand même en profiter, tu vois. Je pense que ça reste, tu fais un x2 finalement sur ton capital, malgré les frais machin, tu fais quand même un x2, on va dire, sans Mhm. risque, parce que bah, du coup, t'as la boîte qui te met la moitié. Donc, très bonne stratégie de l'optimiser à fond. Après, si par exemple, je sais pas, tu quittes la boîte, pense que bah, au bout de 5 ans, il y aura plus Mhm. trop d'intérêt finalement à laisser là-dedans parce que tu pourras faire mieux en fait avec cet argent-là parce que tu auras plus l'avantage de l'abondement et tu pourras toi retirer sans impôt au bout de 5 ans et après le replacer et rediversifier, réarbitrer sur un PEA, sur une assurance vie où du coup tu pourras choisir tes supports, notamment des ETF, des CPI ou d'autres choses. Et du coup, bah, en limitant les frais liés au support et tout en bah, voilà en dynamisant comment dire tes enveloppes fiscales par exemple, donc notamment PEA, assurance vie. C'est d'ailleurs ce que je fais déjà sur ces Sur ton budgets-là, ancienne parce que boîte. je transfère
Ben même tous les 5 ans, je prends ce que j'ai mis et je le transfère vers des choses qui sont plus optimales. Très bien. Ok, ensuite, sur les assurances vie. Question peut-être un peu bête, mais pourquoi tu en as trois? Et quelles sont-elles? Parce Et où elles sont? Elles sont chez qui? Alors, tout à fait. Alors, j'ai la première, c'est l'historique que j'ai depuis que j'ai 18 ans, je crois. On m'a dit ouvre une assurance vie, il faut prendre date maintenant, tu verras passer les 8 ans, etc. J'avais mis 500 au début pour ouvrir, pour prendre date, et j'ai commencé à mettre de l'argent très très tard finalement dessus. Du coup, c'est mes 80 000 euros là sur un profil euh, modéré, équilibré, on va dire, et que j'ai mis un temps en gestion pilotée. Je vais me faire taper sur les doigts, Mhm. mais voilà. Je dis rien pour l'instant, vas-y. Continue. Je t'engueulerai à la fin. Euh, voilà, donc c'est chez Fortuneo, c'est le Suravenir. Je crois qu'elle s'appelle Suravenir, ouais, c'est ça. Euh, voilà, et les deux autres, c'est du Nano ETF avec euh, enfin voilà, mon choix c'était de pouvoir avoir de l'ETF à travers Nano avec ce type de produit qui me paraissait très intéressant euh, et du Linksea Spirit 2 sur les autres 10 000 euros. Donc 10 000 et 10 000 sur Nano et, et Linksea, ouais. Sur Linksea Spirit 2, t'es en gestion libre ou en gestion pilotée? Gestion libre. C'était Ok. justement le but, c'était Nano et Linksea, c'était d'être de base en gestion libre. Ok. Alors, Nalo, tu peux pas être en gestion libre, hein, tu peux être qu'en gestion pilotée, je Enfin, crois. oui, oui. Alors, et t'as choisi quoi, du coup, sur Link's Spirit 2? Et alors, c'est une bonne. Qu'est-ce que tu as dedans? Justement, sur l'Inxea, je voulais plutôt aller sur de la pierre papier, en gros, dans l'idée. Du coup, parce qu'il me semble que c'est un des intérêts de Spirit 2, c'est d'avoir la totalité des dividendes sur la pierre papier. Enfin, Bah, les dividendes, c'est une des l'équivalent. seules, hein, c'est une des trois seules assurances vie aujourd'hui disponibles sur le marché qui reverse 100% des loyers. Donc effectivement, pour faire de la SCPI, Spirit 2, elle est top. D'autant plus que celle qui, en plus de reverser 100% des loyers, est celle qui en propose le plus de choix. Il y en a plus d'une vingtaine de dispo. Donc pour la SCPI, ça reste un très bon choix. Alors, j'ai fonds en euros, 30%. Tac, tac, tac. Il y a des ETF Europe, Amundi ETF, MSCI Europe, Linksor, Digital Economy. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Linksor, Nasdaq. Pas beaucoup d'ETF là-dessus. Je sais qu'ils ont un très large choix, mais j'ai pas pris beaucoup d'ETF là-dessus. Plutôt fait ça sur. Bah, c'est Nalo pour moi les ETF. SCPI, donc ouais, 30% à peu près. Ok, t'en as choisi combien de SCPI? Il y en a deux. Ok. Alliance et Activimo. Ouais. Ok, donc du coup, sur l'assurance vie Links Spirit de chaque capitule, t'as le fonds euro à hauteur 30%, à peu près 30% sur quelques ETF, donc t'en as 3 ou 4 de ce que tu m'as dit, et 2 SCPI. Ensuite, sur Nalo, du coup, t'es en gestion pilotée avec une stratégie ETF, et sur ton assurance vie traditionnelle, là, tu t'es en gestion pilotée aussi, c'est ça? Oui, je viens de demander ma sortie, mais oui, c'était jusque-là. Sur un an, j'ai pris de la gestion pilotée pour voir. Du coup, voilà, de ce que je comprends, tu as déjà fait la démarche que j'allais te conseiller, qui était de sortir de l'assurance vie traditionnelle. Alors, je pourrais pas forcément citer de nom enfin, de quelle assurance vie il s'agit. Je crois que je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais bref. Le but, c'est pas taper forcément sur le nom de l'assurance vie en question, c'est plutôt que, c'est ce que je dis, ce que je répète régulièrement dans les podcasts, hein, c'est que les assurances vie, on va dire de manière plutôt traditionnelle, même s'il faut bien sûr vérifier toutes, mais généralement, enfin, je vous invite à regarder les frais. Quels sont les frais de versement, s'il y a des frais sur versement, s'il y a des frais d'arbitrage, s'il y a des frais de sortie, et de combien sont les frais de gestion, parce que généralement, en accumulant ces couches de frais-là, bah, ça nous impacte notre performance vraiment de manière prépondérante. Donc, si vous avez en plus déjà des assurances vie type Lexea ou Nalo qui sont quand même beaucoup moins chargées en frais, tant qu'à faire, voilà, si vous en avez trois, enfin voilà, le conseil que je vais donner, c'est de fermer celle-ci et de bifurquer sur Lexea ou Nalo. Autre question, du coup, donc
on est plutôt d'accord sur le fait que bah voilà, en avoir trois, c'était pas forcément ultra utile, et d'autant plus une plutôt traditionnelle. Là aujourd'hui, j'ai envie de même te challenger sur pourquoi deux, tu vois, pourquoi à la fois Nalo et pourquoi Linksea aussi. Alors parce que Nalo, il y avait la possibilité d'avoir bah, pur ETF, un nouveau service et la possibilité enfin de dire. En fait, c'est l'approche du produit en lui-même qui m'a intéressé. Je trouvais Mhm. que le truc était niveau Parce que produit, tu peux mettre les objectifs et tout ça, tu peux mettre les objectifs voilà, c'est d'invest ça. et tout. Ouais. Il y a le positionnement qui est plutôt clair sur. Moi, je suis rattrapé aussi par mes valeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, écologiques, etc. Je sais que c'est sur toutes les assurances vie maintenant qu'il y a une obligation de le faire. Mais ça se sentait beaucoup plus sur Nalo. En tout cas, j'avais l'impression que ça allait dans le bon sens pour moi, plutôt sur Nalo. Alors que sur les autres, et surtout en gestion, du coup, j'aurais plus de gestion pilotée. Et du coup, je ne peux, je suis obligé d'avoir ce critère-là dans le choix de mes fonds. J'avais pas à avec Nalo, j'avais pas à m'en soucier. Je savais que j'allais investir éthiquement à travers ce contrat-là. Euh, oui. Dans ce cadre-là, pourquoi, même si Nalo, ils sont top, hein, tu vois, moi je les adore aussi, enfin en termes de gestion pilotée, tu vois, ils font clairement partie des meilleurs. Pourquoi plutôt pas Goodvest alors? Parce que Goodvest, eux, ils sont pareil que Nalo finalement, c'est de la gestion Mhm. pilotée en ETF aussi, et eux, ils sont pour le coup vraiment, eux, c'est vraiment leur marque de fabrique, c'est, tu vois, c'est l'écologie. Donc, est-ce que tu avais connaissance de Goodvest ou pas forcément? Oui, bah là, c'est peut-être, je vais revenir un peu avec le lien avec mon métier, ce qui est plutôt une approche produit que je trouve plus. Après, c'est l'expérience utilisateur, on va dire. Je trouve que Ouais, le d'accord. produit Elle chez te parle, ça. Nano, je le trouve mieux. Voilà, ça Ouais, serait ok. tout C'est une simplement. bonne réponse, hein. Et puis après, le fait, tu vois, moi ce que je dis souvent quand je suis en coaching avec des gens, c'est que si la personne elle veut payer, elle peut vraiment se payer un accompagnement pour qu'on revoie toute sa stratégie, qu'on construise tout, clairement je lui dis jamais d'aller en gestion pilotée. Parce que le but quand tu payes des honoraires à quelqu'un pour qu'il te conseille, c'est pas pour qu'après Oui, on te rajoute, enfin, tu te rajoutes encore des frais. Toi dans ton cas, où du coup là on n'est pas du tout sur un accompagnement, on est juste voilà sur une analyse patrimoniale globale, ça me paraît très pertinent, tu vois, que tu ailles sur de l'agent piloté. Si quand t'as pas le temps ou pas envie de choisir tes supports et t'as envie de limiter les erreurs, choisir Nalo, Ramify, Goodvest ou Yomoni, c'est un super choix. Et pour la gestion libre, Mixer aussi, je trouve que c'est un super choix, donc notamment pour la partie CPI. Donc là-dessus, finalement, j'ai pas grand-chose à te redire, bah, mis à part de fermer, transférer tes 80 000 euros qui du coup se travailleront bien mieux sur ces deux assurances vie que t'as, donc notamment Banalo et Linksea. Ok. Sur le PEA, qu'est-ce que tu as? Quelle est ta stratégie? stratégie, quand j'ai ouvert le PEA, c'est pas très vieux non plus, la stratégie, c'était plutôt une stratégie dividende. Voilà, donc j'ai commencé à, euh, à chercher les dividendes, mais du coup les dividendes sur PEA, c'est les dividendes de chez nous, quoi. Donc j'ai pris Ouais, t'es au courant de la petite astuce, enfin du piège qu'il y a sur les actions européennes? 10 mois. Ah, tu n'es pas au courant. Donc je le dis pour les auditeurs qui pourraient se faire piéger. Quand on est sur un PEA, donc bon, je le répète très rapidement, mais voilà, avantage fiscal, donc au bout de 5 ans, on paye pas d'impôts, ni sur les gains, ni sur les dividendes, donc on paye que la CSG. Par contre, sur les actions françaises, pas de souci, tu payes pas d'impôts vraiment, et ça reste dans l'enveloppe, c'est capitalisé, bref, pas de traitement fiscal, et puisque au bout de 5 ans, t'as les 17,2, machin bidule. Par contre, si tu prends une action européenne, en direct, hein, je parle pas d'un ETF, et que tu touches un dividende d'une action européenne, il y aura un prélèvement à la source de fait de la part du pays en question. Et donc du coup, tu payeras deux fois de l'impôt. C'est-à-dire, tu payeras le prélèvement à la source, plus quand tu ressors les fameux 17,2. Alors que ce n'est pas le cas sur les actions françaises. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand tu investis sur des actions à dividendes qui sont européennes, tu es quand même taxé à la source. Et du coup, finalement, tu es doublement imposé. Tu es imposé par le pays émetteur, mais aussi par la France après. Donc tu es doublement imposé, et finalement tu peux être plus imposé que sur le compte titre où tu es imposé à 30%. Parce que si, je te prends l'exemple de la Suisse, où c'est 35%, alors c'est le plus gros, là je prends l'extrême, hein, mais tu as plein d'autres pays comme voilà, Pays-Bas, tout ça, c'est je crois 25, 25-30, hein, tu rajoutes ça au 17,2, Hmm. finalement tu es plus proche des 40%. Alors,
l'un dans l'autre, il faut bien le calculer, et plus tu vas viser long terme, et moins il y aura d'impact, parce que tu vas être imposé sur le dividende, donc prélevé à la source, mais après, le dividende, quand il reste sur ton PEA, tant que tu le sors pas, t'as pas l'impôt français, ce qui fait que tu peux quand même, t'as moins de frottement fiscal. Tu vois, tu peux réinvestir avec qu'une seule couche d'impôt. Donc, voilà, si ton horizon de temps est vraiment très très long terme, il y aura pas, il y aura moins ce coup de massue fiscal, mais c'est important de le savoir. Voilà, c'est pour ça que je te le précise, au cas où tu as des actions à dividendes européennes, sois conscient de ça. Et donc, du coup, quelle est ta stratégie ensuite sur ces actions? Bah, du coup, là, c'était de prendre des actions pour dividendes. Donc, j'ai du Coface, du Nexity et du Crédit Agricole, et de renforcer quand même à minima mes positions selon l'état du marché. Voilà ce que j'ai fait dernièrement, justement, parce que Nexity, voilà. Alors, et pourquoi ces 3 valeurs? Est-ce que c'est des convictions fortes? Est-ce parce que tu les suis? Est-ce que tu as des critères, on va dire, Voilà, des critères, des ouais, ratios que tu as regardés, des choses qui t'as il y vraiment fait une avait, il y analyse? Comment avait, comment t'as fait raisonner? j'ai regardé un peu c'est un mélange de ratios performance sur les dividendes et sur l'analyse de marché, pas trop non plus me mettre en risque par rapport à ça, et des convictions aussi sur les sociétés, ouais, parce que je connais, Sur le Crédit Agricole ou sur les foncières que tu as dit, hein, ouais, tout à fait, Ok, donc du coup, tu as trois valeurs dans ton PEA, c'est ça? ouais, Tu as que Crédit trois valeurs, Agricole, tout à fait. Nexity et la troisième, c'est ça? La troisième, c'est quoi, pardon? Crédit Agricole, Nexity, Coface, Coface. Coface, c'est une foncière aussi, hein. exactement. Alors, là, je pense que tu peux optimiser, tu vois. Là, je vais te dire quelques remarques, suggestions. Euh, la première, déjà, c'est si tu as une stratégie ETF, globale, on va dire d'ETF indiciel, que tu as finalement fait sur Linksea en gestion libre. Alors, je mets de côté Nalo qui est vraiment un truc à part en piloté, hein, donc j'en tiens pas compte. Moi, je conseille toujours à mes clients que la stratégie bourse pure et dure, donc même ETF, elle soit privilégiée sur le PEA, plutôt que sur l'assurance vie. Parce que sur l'assurance vie, malgré tous les avantages qu'ont l'assurance vie, hein, le côté couteau suisse, avantage fiscal, succession, tout ce que tu veux, tu as des frais de gestion qui sont incompressibles. Même l'XA Spirit 2, qui est une des meilleures, tu as 0,5% de frais de gestion et tu as des frais un petit peu en plus pour les ETF, donc de 0,1, ce qui nous fait à 0,6 à peu près de frais de gestion. Et c'est des frais que tu n'as pas sur un PEA. Sur le PEA, tu payes uniquement des frais de courtage. Et ça, pareil, sur le long terme, ça a un vrai impact. Parce que ces fameux frais de gestion qui sont pris sur l'assurance vie, c'est pris sur le capital. Donc tous les ans, tu auras ces frais-là. Et quand tu commences à avoir des grosses sommes, bah, par exemple sur 80 000 euros, hein, 0,5% de 80 000 euros, si je suis pas trop mauvais en maths, tu dois faire quand même 400 euros par an, quoi. Un truc comme ça. Et si tu les mets sur ton PEA, alors je te dis pas de mettre tes 80 000 sur le PEA, mais sur la stratégie bourse, en tout cas, c'est quand même de l'argent qui n'est pas prélevé tous les mois. Donc, moi, je considère que si c'est possible, enfin, si tu as une stratégie bourse, notamment ETF, et quand c'est éligible au PEA, privilégier le PEA. Donc, moi, à première vue, j'aurais tendance à te dire, ben, ta stratégie ETF qu'il y a sur l'assurance vie, peut-être bifurque là sur le PEA. Donc, sur les ETF indiciels, bien sûr. Tu vas parler du MSCI Europe, il y en a plein qui sont dispo sur le PEA, par exemple. Donc, pourquoi pas profiter, on va dire, du même avantage fiscal qu'il y a sur l'assurance vie, sans avoir les frais de gestion. Ça, c'est la première chose. Après, c'était quand tu as des ETF un petit peu plus, peut-être exotiques, tu m'as parlé de Digital Economy, celui-là, je suis pas certain qu'il soit dispo sur le PEA, je suis même quasiment sûr qu'il le soit pas. Non. Donc, dans ce cas-là, clairement, l'assurance vie, c'est très bien, tu vois. Donc, en gros, priorité au PEA quand c'est éligible, et quand ça ne l'est pas, assurance vie en deuxième priorité, et sinon, compte titre, pour voilà, compléter ta stratégie. Ensuite, la deuxième remarque que je veux te faire, c'est sur ta stratégie de stock picking. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de dire que tu te fasses une allocation sur ta partie bourse en disant quelle part tu veux allouer, quel est ton socle passif et quel est ton socle actif. Donc le socle passif, ça va être ta stratégie ETF, et quelle est ta part de socle actif. En gros, tu te fasses un camembert, tu dis, ben, sur les 20 000 euros que j'ai en bourse, quel pourcentage je veux en ETF, quel pourcentage je veux en stock picking, en fonction du risque que tu souhaites prendre, en fonction voilà, de ton objectif. Une fois que tu as déterminé ça, on va faire un exemple. Mettons que tu as 20 000, tu mets, disons 50-50. Donc tu as 10 000 en ETF indiciel, donc là tu fais pareil ton portefeuille indiciel avec MSCI Europe, MSCI Digital Economy, la stratégie que tu as choisie, et 10 000 euros sur du stock picking. Sur ces 10 000 euros là pour l'instant, toi tu as 3 valeurs. Moi ça c'est quelque chose que je te déconseille. Toujours pareil, diversification, très important, et avoir 3 valeurs en stock picking, ça me paraît ultra concentré. Et d'autant plus que tu es concentré sur un secteur et demi finalement. Tu as 3 valeurs, 2 sur des foncières et une sur une bancaire. Alors, mis à part que, et ça c'est que ma conviction, je suis pas ultra fan de ces secteurs-là, notamment parce qu'ils sont cycliques.
Donc tu dois savoir, hein, les foncières, donc c'est comme des CPI mais cotés en bourse, hein, grosso modo, et ça dépend clairement des taux d'intérêt. Donc je dis pas que c'est une mauvaise ou une bonne ou mauvaise stratégie, hein, bien sûr, je suis pas du tout en train de te dire fais ci ou fais ça. Je dis juste fais attention, enfin de prendre conscience que les foncières c'est des sociétés cycliques, donc c'est un type d'action. Et les bancaires pareil. Et les deux en fait sont clairement dépendants des taux d'intérêt. Donc t'es quand même sur une stratégie très peu diversifiée par rapport à ça. C'est un type, tous les types, les trois quotas sont cycliques. T'as pas de défensif, t'as pas de croissance, t'as pas de, tu vois, t'as qu'un seul type d'action. En plus de ça, t'as que trois valeurs et t'en as deux qui sont dans le même secteur, qui sont dans l'immobilier. Et t'en as une sur la bancaire. Donc, moi, ce que je te conseillerais déjà, quand on est sur une stratégie de stock picking, quelle que soit la poche que tu alloues, je pense qu'un minimum, c'est d'avoir 10 lignes. Vraiment. Je pense qu'un minimum pour bien diversifier, c'est au moins d'avoir 10 lignes. Pas forcément avoir tous les secteurs boursiers, parce que tu vois, t'en as 11 en tout, entre l'immobilier, santé, machin. Je dis pas forcément d'avoir une par secteur. Tu peux surprendre certains secteurs, mais d'avoir au moins 5-6 secteurs, tu vois, de différence sur tes valeurs pour avoir une diversification sectorielle dans ta stratégie stock picking. Et donc voilà, grossièrement, moi, les petites optimisations que je verrai, c'est ça, c'est ce qui est éligible au PEA en ETF, c'est privilégier le PEA. Et sur ta stratégie stock picking PEA, que tu sois voilà stratégie dividende ou pas, c'est d'avoir plus de lignes et diversifier en termes de secteur. C'est ce que je ferais en tout cas. Enfin, c'est les premières pistes d'optimisation. Hein. Après, c'est bien sûr tu en fais ce que tu veux. Mais voilà. Ça a l'air tout à fait sensé, ouais. Mais je me doutais que la répartition sectorielle, et je le vois aujourd'hui, hein, je suis très dépendant des fluctuations sur l'immobilier en ce moment. Ouais. Ouais, ça a pas dû ultra bien performer, j'imagine, les foncières, là, ces derniers temps. Alors, en soi, après, c'est pas, comment dire, je suis pas en train de te dire que t'as fait un mauvais choix sur les foncières. Après, je pense sur le très long terme, y a pas de souci. Enfin, voilà, y a pas de raison que ça rebondisse pas, tu vois. Et comme je dis, c'est cyclique, donc si les taux rebaissent, ça va leur profiter. Mais tu vois, ton portefeuille, il a dû être tout rouge d'un coup, quoi. Alors que, ben, si t'avais pris juste je sais pas moi, une pétrolière, une de consommation défensive, une de santé, par exemple, je dis des bêtises, hein, ben, ça aurait compensé, on va dire, cette perte que t'as eu sur ces valeurs-là, quoi. Ok, je voulais te dire autre chose, d'autres questions sur la partie action. Donc toi, ce que tu recherches, c'est quoi? C'est du dividende, c'est ça? C'est le rendement qui t'a attiré? C'est le rendement important ou t'as eu d'autres valeurs qui... Sur les actions, c'était plutôt le rendement parce que là pour le coup, j'ai pas le temps. J'y avais passé du temps dans ma jeunesse, on va dire. Pour que ça performe bien, il faut que c'est un travail de tous les jours quasiment. Enfin, en tout cas, c'était l'idée que je m'en étais fait à l'époque. Alors si t'as pas le temps, c'est peut-être question bête, mais si t'as pas le temps, pourquoi tu passes pas en 100% en passif? Pourquoi tu passes pas en 100% ETF? Si finalement t'as pas le Tout temps à de fait. sélectionner, d'étudier tout ça, tu vois, les ETF, c'est fait pour excuse-moi du terme, mais c'est fait pour les feignants, tu vois. Et C'est moi. c'est ça, c'est un peu de cadre. Je suis un feignant, je me considère feignant aussi, pour ça que j'ai la majorité aussi de mon portefeuille en ETF. Mais voilà, tu vois, si aujourd'hui t'as pas le temps, pas l'envie, machin, pourquoi tu passes pas 100% en ETF? Plutôt que de voir, parce que là, tu vois, le conseil que je t'ai donné de diversifier, ça va te demander du taf, clairement. Ça va te demander du taf. Il va falloir que tu regardes quelques ratios, puis ça va demander un peu des connaissances. Puis, moi, ce que je dis toujours dans le stock picking, même si, voilà, j'en suis partisan et j'ai une stratégie en stock picking parce que je suis passionné, parce que j'ai le temps aussi, parce que j'ai envie de m'y intéresser. Mais, à part du principe que même si ça coche toutes les cases aujourd'hui, tous tes critères, dans 3 mois, peut-être qu'il y a un changement de management, un changement de politique dans l'entreprise qui fait qu'en fait, tous les critères que tu avais pris, enfin, c'est pas bon. Donc, ça reste de la gestion active, donc il faut suivre, donc il faut quand même prendre un petit peu de temps. Donc finalement, je reviens un petit peu sur mon conseil originel qui était de dire, prendre 10 lignes et diversifie. En fait, vu que t'as pas le temps et pas forcément l'envie, pourquoi pas repasser sur un 100% ETF, quoi. Ça te correspondra peut-être mieux, quoi. Je pense. Sur le reste, oui, j'ai pas parlé de Linksea tout à l'heure, mais j'avais quand même dans l'idée aussi pour pouvoir Linksea d'aller vers en gestion libre, d'aller vers de la private equity. Et s'il y a du temps à dépenser, ça serait plutôt sur ce volet-là où je me sens l'âme potentiellement d'un investisseur éclairé sur de jolies boîtes de chez nous. Donc ça pouvait être. C'est ça, c'est une super idée. Moi, c'est tout l'intérêt que j'y vois à l'assurance vie, c'est ça, c'est ce côté enveloppe multi-support et et enveloppe multi-actif. C'est-à-dire qu'au sein de la même enveloppe, finalement, tu peux avoir des ETF, mais comme on a dit, si c'est possible, plutôt dans le PEA pour éviter les frais de gestion, mais tu peux avoir les CPI, tu peux avoir du private equity, toujours avec les fiscalités de l'assurance vie. Donc,
clairement profiter surtout d'une assurance vie comme Linksa Spirit 2 qui propose une dizaine ou une quinzaine de fonds en private equity, tu vois, ça peut être super intéressant. Bon, la seule petite alerte que je te mets sur ces fonds-là, moi qui les connais bien, du coup, je les conseille assez souvent, c'est d'éviter les fonds de fonds. Parce que tu peux avoir des fonds de fonds d'investissement. Ce qui fait que tu rajoutes une couche de frais. Alors, là, t'es ultra diversifié, parce que t'es autant diversifié sur les actions de private equity choisies, mais sur les fonds aussi. Ça rajoute une couche de diversification, mais ça rajoute aussi une couche de frais qui est pas négligeable. Donc, mieux vaut prendre 2 fonds de private equity direct plutôt qu'un fonds de fonds, quoi. Et voilà, t'en as une dizaine, et t'en as sur les 10, t'en as quand même 3 qui sortent du lot sur Linksea, et bon, voilà, après, pas forcément te les conseiller ni en parler, mais voilà, t'as quand même de quoi faire pour avoir de bons FCPR. Donc FCPR, c'est les fonds de private equity. Ok. Il y a une question que j'ai oublié de te poser, c'était, et qui est très primordiale, parce que je pourrais clairement t'orienter sur une autre idée, c'est est-ce que tu as de la capacité d'emprunt aujourd'hui par rapport à ton crédit actuel sur la RP? Actuellement, non, quasiment pas. Ok, donc l'idée de faire l'IMO locatif, c'est quelque chose qui, toi, t'intéressait pas? Ça m'intéresse parce que côté immobilier, je me sens plutôt à l'aise avec ce marché-là et ses Oui, tu m'as dit que spécificités. t'es bricoleur en plus. Voilà, c'est ça. J'ai déjà, enfin, ouais, j'ai refait plusieurs apparts, j'ai déjà revendu plusieurs choses qui a fait augmenter mon capital. En fait, quasiment la totalité de l'épargne que je me suis construit jour à ce jour, c'est pas du salariat, c'est vraiment du travail sur l'immobilier, achat, refaire et revendre. T'as fait ça sur tes résidences principales, du coup? Ouais, voilà. Et ça, c'est un très très bon plan, hein, parce que bah, tu dois le savoir, hein, mais pas d'impôt sur la plus-value. Après, il faut être OK pour bouger le nombre d'années, enfin voilà, tous les 2, 3 ans, enfin, je sais pas. Donc c'est un peu le prix à payer, mais par contre, là, comme ce qui explique aussi pourquoi tu as réussi à avoir ce patrimoine sur les RP, donc c'est une très bonne stratégie. Après, tu peux le faire aussi sur du locatif. Ce sera pas pour l'impôt sur Exactement. la plus-value, mais soit tu fais faire les travaux, soit tu les fais toi, si tu veux encore maximiser ton rendement. Mais pour quelle raison, du coup, tu n'as pas encore de l'immobilier locatif? Est-ce que c'est une question, voilà, de capacité d'emprunt? C'est ça. À un moment, je me suis posé la question du justement aussi de pouvoir réinvestir une partie de cette épargne-là dans de l'immobilier locatif. Il y avait aussi, ouais, je vais en parler, mais comment ça s'appelle ce statut où on va ouvrir, enfin on loue et on sous-loue, Marchand de biens? alors non Ah, ou pas marchand de sous-locataire biens, professionnel? voilà, sous-locataire professionnel, Sous-locataire, ouais. c'est des choses qui m'ont intéressé dernièrement, mais c'est vrai que le marché là, ça m'a aussi intéressé parce que les perspectives des JO pouvaient bien s'aligner Ouais, très avec, intéressant. voilà. Euh, mais là, j'ai évacué par manque de temps, en fait, tout simplement en ce moment. Et il y a aussi il y a une évolution professionnelle à court terme qui pourrait avoir des impacts sur les choix. Donc, j'attends pour voir là, de ce côté-là, savoir où je me dirige. Soit mes revenus augmentent, mais j'ai moins de temps. En général, ça va avec. Et du Ouais, c'est coup, ça, c'est ça. je pourrais investir justement ça avec un nouvel emprunt, soit je ne fais pas ce choix-là et je fonctionne avec ce que j'ai et je vais sur des choses qui vont me demander un peu plus d'efforts, mais pas d'emprunt. À savoir, je réoriente, voilà. Parce que tu vois, là, on a commencé par voir comment on pouvait optimiser ton patrimoine financier, hein, donc sur la partie assurance vie, PEA et les stratégies internes. Mais il y a quand même, on parle du deuxième pilier aujourd'hui, hein, qui est enfin maintenant là, qui est l'IMO, qui est clairement, et tu dois le savoir si tu m'écoutes ou si tu lis mes mails du lundi, c'est que c'est le pilier qui te permet d'aller plus vite. C'est-à-dire que c'est ça qui te permet d'avoir du levier, de faire travailler plus d'argent rapidement, de faire travailler l'argent qui n'est pas à toi et qui est à la banque, enfin voilà, faire du levier, donc d'aller plus vite, notamment si tu veux atteindre la retraite à 55 ans, ou avoir des revenus passifs voilà, d'ici 3-4 ans. Donc d'une part, tu peux le faire avec l'immobilier physique, mais bon, comme tu l'as dit, il faut du temps, il faut que tu aies la capacité d'emprunt et le temps. Donc si tu as le temps, l'énergie, la capacité d'emprunt, clairement, moi je te conseillerais d'aller là-dessus. Parce que c'est avec ça que tu feras les meilleurs rentages, tu pourras faire du cash flow, tu pourras faire des trucs, enfin, tu peux faire des projets de malade et tu peux vraiment créer ta rentabilité entrepreneuriale en fait par rapport à l'énergie que tu y mets dedans, et notamment si en plus tu fais les travaux. Mais j'aurais quand même envie de te parler de l'autre solution, c'est que si t'as pas le temps ni l'énergie de faire de l'immo locatif,
mais que tu as la capacité d'emprunt, tu peux aussi faire de la SCPI en levier. Ça, c'est possible aussi. C'est pas beaucoup de monde, les gens, ils y pensent pas, mais tu peux aussi utiliser tes capacités d'emprunt pour faire du levier en SCPI. Et pareil, tu fais travailler plus d'argent. Alors, tu feras pas de cash flow positif. Avec les SCPI, ce sera impossible. Tu auras un effort d'épargne à faire pour couvrir la mensualité de crédit, entre les loyers que tu vas recevoir et la mensualité de crédit. Par contre, tu fais travailler plus d'argent, et au bout de 5, 10, 15 ans, enfin le temps du crédit, après, tu as quand même un patrimoine de 100, 150 000, 200 000 euros, enfin bref, il faut que tu empruntes en SCPI. Et ça te fait des revenus passifs, mais ça te fait pas 50 euros par mois, quoi. Ça te fait bien plus, tu vois. donc ça peut être aussi une stratégie à étudier pour en fait optimiser ta capacité d'emprunt. Tu vois, ton cash, tu l'optimises avec bourse, assurance vie, PEA, enfin bref, les marchés financiers, quoi, tout ce que sur lequel tu peux faire de levier. Et là où tu peux faire du levier, donc soit IMO physique si tu as le temps et l'énergie, soit si tu n'as pas le temps et l'énergie, IMO physique sur de la SCPI, ça peut être super pertinent. Et je vais te dire autre chose là-dessus, sur le levier, que j'ai oublié. Bon, ça me reviendra. Et donc voilà, ça peut être intéressant. Ah oui, voilà, c'est ça que j'allais te dire. Parce qu'après, si aujourd'hui ton souci c'est la capacité d'emprunt, t'as des leviers aussi pour la diminuer et pouvoir réemprunter. Alors, je sais pas, est-ce que tu as des idées en tête ou est-ce que tu veux que je te donne 2-3 petites astuces éventuellement pour augmenter ta capacité d'emprunt ou diminuer ton taux d'endettement en tout cas? Enfin, non, j'en vois pas. En ce moment, j'en vois pas. Avec les taux d'emprunt qui sont hauts, ouais. Je t'en donne une petite, alors c'est pas une solution magique, hein, mais c'est des petites astuces, tu vois, qui peuvent te parler. C'est de faire une modulation de crédit, par exemple. Tu vois, pour le crédit de ta résidence principale. Je te dis une bêtise, hein, imagine, il te reste, je sais pas moi, 100 000 à rembourser pendant 15 ans. Et si tu as bien commencé ton contrat de crédit depuis au moins 2 ans, parce qu'il faut au moins 1 ou 2 ans de carence, tu peux demander une modulation de crédit, et généralement, tu peux baisser jusqu'à 30% ta mensualité. Alors que le corollaire, c'est bien sûr que tu augmenteras ta durée d'emprunt, ce sera plus 15 ans, mais ce sera 18 ans. Je fais des chiffres grossiers, hein. Mais ça te permet, toi, si tu avais une mensualité à 1000, elle passe à 700, tu vois. Donc, tu gagnes un pouvoir d'achat, et surtout, tu gagnes en capacité d'emprunt. Donc, tu peux, du coup, baisser ton taux d'endettement, donc refaire un projet, donc faire du levier, faire travailler plus d'argent, ouais, ça peut te débloquer, tu vois. Ça, c'est une première astuce. Une autre astuce, alors ça va pas te concerner, mais c'est pour ceux qui ont déjà du patrimoine, immobilier, je parle, c'est des fois de faire juste un arbitrage, de vendre un bien qui est moins rentable ou plus compliqué à gérer, t'en vends un, ça te fait sauter une ligne de crédit et ça te donne un apport. Et après, une autre stratégie, hein, c'est tout bête, hein, mais il faut vouloir le faire, c'est pas l'idéal, mais c'est de mettre un peu plus d'apport. Donc par exemple, toi qui as un peu de capital et là qui va récupérer 80 000 de ta prochaine assurance vie, pourquoi pas, sur ces 80 000, en garder une petite poche pour de l'IMO, tu vois. Ça peut être une idée. Parce que là, tu vas avoir de la liquidité qui va rentrer, donc ça peut être une idée. Si bien sûr, encore une fois, tu as l'énergie, l'envie de faire de l'immobilier et que tu vois que tu es un petit peu limite sur la capacité d'emprunt et que tu veux, on va dire, être finançable. Et une dernière petite astuce que je te donne et que, bon, quand je dis je te donne, hein, je la donne aussi aux auditeurs en même temps, hein, c'est, alors celle-là, elle est un peu plus difficile à mettre en place, mais c'est de faire une délégation d'assurance emprunteur auprès de la banque. Généralement, tu sais, les banques, elles demandent que ton assurance emprunteur, elle soit au même endroit, hein, chez eux aussi. Sauf que généralement, les banques margent beaucoup dessus et c'est très compliqué de négocier parce que si tu vas pas chez eux, généralement, ils ne veulent pas te faire le prêt. Mais ils sont pas obligés, t'es pas du tout obligé d'aller chez eux. Et généralement, quand tu passes sur une assurance externe emprunteur, tu peux diviser par 3 ou par 4 ta mensualité, ce qui fait que ton TAEG il diminue et tu dépasses pas le taux d'usure, par exemple. C'est souvent ça qui fait dépasser le taux d'usure. Donc ça, c'est pareil, c'est une stratégie qui fonctionne, mais qui est compliqué à mettre en place parce que la banque, elle peut un peu te faire du chantage en disant si vous prenez pas l'assurance chez nous, on vous finance pas. Le problème, c'est que si l'assurance est chez eux, ça dépasse le taux. Enfin, il faut arriver à la faire comprendre que, en gros, c'est un des leviers aussi qui peut permettre d'être finançable. Donc voilà, ça c'est pour la partie IMO. Si bien sûr tu peux jouer sur ces leviers-là, ça peut clairement te faire aller plus vite parce que tu vas faire de l'IMO physique ou SCPI, tu vas faire du levier, tu vas faire travailler plus d'argent et du coup tu pourras avoir tes revenus passifs dans les 15 ans, dans les 5 ans ou dans les 15 ans qui arrivent, en fonction de ce que tu mets. Et une dernière question une dernière analyse dans cette analyse patrimoniale. Est-ce que tu as d'autres invests finalement que de l'IMO ou de la bourse? Est-ce que tu as, je sais pas moi, ce que j'appelle un peu la partie exotique du style crypto, crowdfunding immobilier fractionné ou crowdlending, des choses comme ça? Non, j'ai un portefeuille crypto
tout petit sur Binance, qui a été réduit à peau de chagrin. Bon là, on s'en est sur une autre phase là, mais euh, ouais, il y a eu. En fait, j'avais investi le sujet il y a quelques années, et puis j'ai eu une mauvaise surprise de mauvais placement. Ça arrive, en particulier sur le Luna. Ah, ah, Voilà. vraiment, pour le coup, t'as pas eu de chance, hein, parce que Ouais, c'est celui-là qui est vraiment tombé à zéro, quoi. oui, voilà. Ce qui m'a un peu refroidi. Donc j'ai gardé des choses sur de l'ETH et euh, oh là là, du Bitcoin. Voilà, ce que je traîne depuis assez longtemps. Il y a pas, je crois que ouais, non, j'ai quasiment rien. J'ai l'équivalent de 1000 euros, peut-être un peu plus maintenant, mais voilà, j'ai pas réinvesti le sujet. Ça peut être intéressant, tu vois. Alors là, si je raisonne vraiment de manière macro, en dézoomant, tu vois, sur ton patrimoine, ça peut être super intéressant, tu vois, d'allouer une poche exotique peut-être un peu plus important, parce que finalement, tu es sur un profil dynamique, avec des objectifs quand même ambitieux, hein, qui est de, voilà, d'avoir la retraite anticipée d'ici une quinzaine d'années, mais tu as quand même un horizon de temps suffisamment long terme pour prendre des risques. Donc, tu as une partie bourse, alors j'ai pas exactement les montants en tête en termes de pourcentage, mais de ce que je comprends, tu as une partie en immo papier et une partie en bourse qui a priori sont équivalentes. Et du coup, ça peut être intéressant, tu vois, d'allouer peut-être 5-10% max de tout ce patrimoine financier. Donc, je sors l'immobilier physique, hein, je sors ta RP, hein, que je considère pas dans ton patrimoine liquide, on va dire, parce que c'est ta RP, c'est là où tu vis. Je parle vraiment que des 170 000 euros que tu as de placé sur les assurances vie et les divers supports. Euh, je me dis que ça peut être intéressant, tu vois, d'allouer peut-être 5-10% de ce patrimoine-là sur de l'exotique. Alors, pas forcément de la crypto, alors ça peut être de la crypto, mais pas que. Hein. Dans les 5-10%, ça comprend crypto, ça va comprendre de private equity, ça va comprendre éventuellement même de l'or, tu vois, de l'or physique, parce que tu as quand même un patrimoine qui commence à être solide, hein. On est quand même au-dessus des 100 000 euros, 150 000 euros, et tu vois, d'avoir vraiment des actifs peut-être aussi décorrélés un peu du système global, quoi. Sans passer pour un anti-système, j'aime bien d'avoir, tu vois, des actifs décorrélés comme la crypto. Alors même si on peut dire qu'elle est de plus en plus corrélée au marché boursier, mais t'es quand même décentralisé. Tu vois, c'est quand même une autre philosophie, un autre concept. Et je pense à l'or, par exemple, l'or physique. Pareil, sur des petites pondérations, c'est pas avec ça que tu vas faire des plus grosses perfs, mais en cas de crise, en cas de grosse baisse, bah ta volatilité va être compensée, enfin tu vois, ton portefeuille va être compensé par l'éventuelle montée de l'or, parce que généralement c'est vraiment inversement corrélé au marché action par exemple, tu vois. Donc moi je t'invite à creuser un petit peu cette partie exotique qui finalement n'est pas encore présente dans ton patrimoine, et au vu des montants que tu m'annonces, je pense que ça peut vraiment valoir le coup aujourd'hui. Voilà, en général quand on dépasse les 100 000 euros, bah, je trouve que c'est bien d'avoir des actifs un peu refuge, un peu des actifs qui boostent un peu le patrimoine, comme le private equity ou comme la crypto. Surtout en ce moment, la crypto revient à la mode. Alors, je sais pas où on en sera quand l'épisode sortira. Tu vois, je pense que l'épisode il va sortir d'ici un mois, donc il peut se passer plein de choses. Hein. À l'heure où j'enregistre, on enregistre, il est à 40 et quelques mille. Dans un mois, il peut avoir fait x2 comme divisé par deux aussi, tu vois. Et moi, je t'invite à creuser sans forcément te dire va en crypto, va machin, mais juste peut-être constitue toi cette poche un petit peu exotique qui soit va te permettre d'aller sur des actifs qui sont voilà, hors sujet, décorrélés des autres actions, ou alors éventuellement prendre un peu plus de risques avec des actifs un peu plus volatiles, mais voilà, vu que tu as un investissement horizon long terme, mais ça correspond à une toute petite partie de ton patrimoine, ça peut être pertinent, quoi. Non, mais ouais, les private equity et protection or, ça me parle. C'est vrai que sur la crypto, au-delà du fait d'avoir été malmené entre guillemets, il y a aussi derrière ce qui se cachait derrière des investissements dans l'univers de la crypto, c'était des convictions. Et c'est vrai que je suis plus forcément aligné sur les valeurs de la crypto. Voilà, c'est ça, c'est devenu quelque chose d'autrement spéculatif, alors que c'était pas le but aujourd'hui. Et si l'idée, c'est de décentraliser et de créer un autre système, enfin de se décorréler du système bancaire traditionnel. Et au final, évidemment, on voit que les whales ils sont présentes et que il va y avoir pareil ce jeu de
qui est le jeu des marchés, on va dire, qui a été, mais le jeu beaucoup trop fort à mon sens maintenant sur les cryptos, euh, le jeu de la spéculation, tout simplement. Euh, et du coup, c'est plus enfin, pour moi, on se décorrèle des valeurs de base de Ouais, de la crypto. cet univers-là. Alors après, à partir C'est du un peu moment, dommage. n'oublie pas que finalement en crypto, tu peux investir de façon différente, hein, soit de la manière, on va dire, avec le système centralisé où tu vas prendre un ETF crypto. Alors le ETF spot n'est pas encore sorti, mais tu as comme des ETF sur les futurs et tout. Donc tu peux t'exposer à la crypto via le système traditionnel, donc plutôt centralisé. Mais quand tu achètes réellement du Bitcoin et que tu la mets sur ta clé privée et que tu la gardes pendant 10 ans, pour moi, c'est plus de la spéculation. Là, tu investis vraiment sur l'actif parce que tu crois en cet actif-là, et quand tu achètes vraiment du Bitcoin et que tu la mets sur ta clé, là, tu restes dans le système décentralisé. Donc, tu vois, ça dépend de... Alors après, si c'est le système, enfin, si c'est la chose dont les façons tournent aujourd'hui, qu'il y a le TF Spot qui arrive et c'est ça qui te dérange, je comprends tout à fait. Parce que là, c'est clair que bah, tu peux, par rapport à peut-être certaines de tes valeurs, ça peut ne pas correspondre. Mais j'ai envie de dire, quand tu achètes du Bitcoin et que tu le gardes vraiment sur une clé, tu gardes finalement la philosophie de l'investissement de long terme sur un système décentralisé. Oui. Après, bien sûr, hein, c'est toi qui... Si tu te sens pas à l'aise avec ça, je peux pas du tout envie de te pousser sur, sur un investissement sur lequel t'es pas à l'aise. D'autant plus sur les cryptos qui sont hyper risqués, hyper volatiles, tu vois. Donc, loin de moi l'idée de t'encourager à aller là-dessus, quoi. Vraiment pas du tout. Vraiment l'idée, moi, de la dernière remarque que je voulais te faire, hein, c'était ça, c'était que, voilà, penser peut-être à faire une poche un peu exotique et voir un peu ce que tu mets dedans. Et voilà. Pour vraiment diversifier et décorréler un peu ton patrimoine, quoi. Ok, Vincent. Bah, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. Je sais pas si toi, tu avais des questions particulières à me poser ou des remarques par rapport à ce qu'on s'est raconté. Non, il y a eu beaucoup d'infos. J'ai pris beaucoup de notes. Déjà, Ah, c'était super intéressant. Les questions, ça va être, qu'est-ce que ouais, je fais maintenant? c'est plutôt. Ouais. Là, je suis sur un moment charnière, tu l'as compris. Hein, j'ai fermé Hmm. mon compte. Enfin, j'ai fermé. Je suis sorti pour l'instant J'attends là d'être sorti de la gestion pilotée de chez Fortuneo. Et en effet, tu m'as donné pas mal de pistes qui concordent pour certaines avec l'idée que je m'en faisais. Il va falloir justement travailler ces ratios-là pour pouvoir avoir les placements idéaux. Mais j'ai pas mal de pistes, ouais. Moi, mes questions, c'est plutôt comment est-ce que je fais pour s'il y a un moment, j'ai envie aussi de placer aussi par rapport à mes valeurs et d'être des valeurs ou d'accompagner potentiellement des entreprises. Je sais pas si j'ai le niveau de rémunération pour le faire. Je croise beaucoup de startups avec mon métier, des gens qui peuvent avoir besoin de fonds. Est-ce que c'est des choses qui sont en direct, hein, du coup, pas à travers des contrats d'assurance vie ou de PEA, hein, est-ce que c'est des choses que tu as déjà encadré, conseillé, par exemple une startup qui va lever ses premiers milliers d'euros, qui lance Alors un là, nouveau on est vraiment produit. sur... finalement, là, on est d'accord qu'on parle de private equity et du private equity en direct. Donc, on est sur un investissement ultra risqué, je préfère préciser. Hein, on est du même niveau que de la crypto. Hein. C'est-à-dire que on est sur... pour rappel, dans la private equity, il y a plusieurs niveaux de private equity. Il y a ce qu'on appelle le early stage, qui est vraiment ce qui est venture capital, tout ça. Enfin, les premiers investisseurs qui vont voilà, croire au projet, mais où l'entreprise n'est pas encore rentable et au final, on a énormément de chance. Enfin, il y a beaucoup de startups qui vont fermer peut-être dans 5 ans, mais la startup peut aussi faire un fois 100. Donc voilà, énormément de rendement potentiel, mais aussi énormément de risques. Donc pourquoi pas. Là, je raisonne encore une fois de manière pragmatique. En fonction de ton allocation, en fonction de ton patrimoine, dépasse pas voilà, la poche qui est allouée à la partie exotique, donc à la partie très risquée de ton patrimoine. Donc si t'as 100 000 aujourd'hui de patrimoine et que le ticket d'entrée c'est 50 000, je te dirais n'y va pas, clairement. Essaye de vraiment de respecter voilà, cette allocation et de raisonner vraiment en fonction de ça. Ça, c'est la première chose. Et après, de manière concrète, comment faire tu as plusieurs façons. Tu peux le faire... alors, via les FCPR sur l'assurance vie, ce sera pas vraiment le cas parce qu'on est plutôt sur des fonds qui sont sur comment dire, ce qu'ils appellent du LBO, leverage buyout, qui est plutôt sur le capital transmission, donc des entreprises qui sont plutôt matures. Toi, tu me parlais plutôt de start-up.
Tu peux aller sur des boîtes comme, enfin des plateformes comme Lita. Je sais pas si ça te parle. Lita, c'est si tu peux, voilà, tu peux soutenir, voilà, tu peux investir en private equity sur des startups. Tu as le club d'Anthony Bourbon qui s'appelle Blast Club aussi. T'as plein de plateformes aujourd'hui qui existent où tu peux investir en startup et choisir tes projets. Après, tu peux le faire aussi via du crowdlending. Alors, c'est différent. C'est pas de la levée de fonds. Là, tu vas prêter de l'argent, c'est comme des obligations. Tu peux le faire via des plateformes de crowdlending comme Mimosa. Mimosa, c'est une plateforme qui est vraiment dédiée en plus aux projets éco-responsables. Mais là, tu vas prêter de l'argent à l'entreprise qui va te le rembourser avec un intérêt. Tu peux même faire des dons en plus si tu veux. Mais c'est pas du private equity. Bon, j'espère que je t'ai donné quelques pistes de recherche sur ce sujet-là. Très intéressant. Alors, c'est pas les seules plateformes, il en existe encore plein d'autres, mais t'as au moins 2-3 idées, quoi. Yes, je note. Écoute, Vincent, je crois qu'on a fait un bon tour. Je pense qu'on va s'arrêter là, si ça te va. Tu en as atteint l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta transparence, pour ce partage, le temps que tu m'as accordé, et d'être passé, d'avoir fait l'exercice de passer sur le podcast. Hein. J'espère vraiment que ça peut inspirer, donner des idées aux gens qui nous écoutent, et que ça va te faire marrer de te réécouter toi-même quand l'épisode sortira. Ouais. Et j'espère aussi, du coup, là, je parle aux auditeurs, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me le dire, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez d'autres épisodes comme ça, là, je fais vraiment un épisode test. Si ça vous a plu, venez me le dire sur Insta, venez me le dire dans mes mails, venez me le dire à thomas@investir5.com. Et si vous voulez être passé au grill aussi et me proposer votre candidature pour que j'analyse le patrimoine en direct, n'hésitez pas à me faire par mail. Alors, je vais pas remettre un sondage et tout pour éviter de trop polluer la description à chaque fois. Mais voilà, je vous laisserai venir me voir par mail ou sur mon site internet dans la rubrique Contact. Merci beaucoup, Vincent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de terminer? Juste te remercier, c'était super riche, il y avait plein d'infos et ça me donne plein de pistes, plein d'idées et c'est bien de pouvoir faire le tri et en étant orienté parce qu'on n'est jamais forcément très à l'aise et c'est aussi pour ça que je t'écoute donc et là d'avoir un feedback directement sur mon patrimoine en particulier, ça me rassure dans des choix qui ont pu être faits. Donc un grand merci. Non, avec grand plaisir. Alors, je rajoute un petit disclaimer à la fin. Alors, je le ferai certainement en intro aussi. Hein. Il s'agit pas de conseil d'investissement. Vincent est conscient que c'était vraiment un échange informel. Ce n'est pas du tout un conseil. Je te dis pas d'aller sur tel ETF. En plus, j'ai cité aucune action, aucun ETF. Donc, évidemment, il n'y a aucun conseil d'investissement ni sur aller sur un produit plus qu'un autre. Juste, des pistes d'optimisation dont on a discuté. Et bien évidemment, ça ne doit pas du tout être pris comme un conseil en investissement. Investir comporte des risques. De perte en capital, de liquidité, et bref, tu connais la chanson. Donc voilà. Et évidemment, ça s'adresse à tous les auditeurs aussi. Il n'y avait aucun conseil à vous qui nous écoutez dans ce que j'ai raconté. Merci beaucoup, Vincent. Sur ce, merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à bientôt. Merci Thomas. Bonne journée. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as bien aimé, je t'invite à faire 2 petites choses. La première, c'est de t'abonner à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et ensuite, de mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide énormément pour rendre le podcast plus visible et pour inviter donc des invités de plus en plus prestigieux. N'oublie pas aussi d'aller regarder dans la description tous les liens que je propose, que ce soit pour mes programmes ou pour le contenu gratuit.